Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmine Karakelian. Voici les titres de ce journal. Le sort des prisonniers arméniens. Après la fin de la mission de la Croix-Rouge en Azerbaïdjan, les familles sont plongées dans l'angoisse et dénoncent un abandon politique. La Caviar Gate, un ex-député allemand est condamné pour corruption, accusé d'avoir blanchi l'image de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe. La paix sous condition. Ankara lie l'ouverture de la frontière arménienne à la question du corridor de Zangezur et à un accord avec Bakou. 1,5 milliard de dollars, c'est la somme colossale que risque de payer l'Arménie, poursuivie par une série d'investisseurs internationaux. Et enfin, le verdict dans l'affaire Sonam Natsakanian. Plus de 2 ans après le drame, le policier du convoi du Premier ministre a été reconnu coupable. En septembre 2023, la dernière agression de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh a abouti à l'épuration ethnique de sa population arménienne. Depuis, Bakou s'efforce de réécrire l'histoire pour se dédouaner, affirmant par la voix de son conseiller Hikmet Adjiev que les Arméniens seraient partis de leur plein gré. Mais là où le récit devient proprement dévastateur, c'est lorsque cette propagande trouve un écho inattendu, non pas chez l'ennemi, mais au sein même du pouvoir arménien. Les accusations pleuvent sur les survivants de l'Artsakh. Pourquoi n'êtes-vous pas restés pour vous battre? Vous avez abandonné vos terres. Pour beaucoup d'observateurs, ce double discours qui fait porter la responsabilité aux victimes n'a qu'un but, occulter une vérité bien plus dérangeante, celle d'un abandon politique qui aurait en amont donné carte blanche à Bakou pour mener à bien son projet d'un Artsakh sans ses Arméniens. Le dernier fil d'espoir vient d'être coupé pour les familles des prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan. Une nouvelle d'une cruauté insoutenable qui plonge ces foyers dans une angoisse absolue. Selon leurs témoignages, le Comité international de la Croix-Rouge leur a annoncé la fin de ces visites. La raison aussi simple que brutale. Notre mission là-bas est terminée. Nous n'avons plus d'accès. Pour ces 23 prisonniers de guerre, c'est bien plus qu'une simple visite qui s'arrête. C'est leur unique lien avec leurs proches, leur seule protection contre l'arbitraire. Leur seule fenêtre sur le monde qui vient de se refermer brutalement. Cette décision n'arrive pas par hasard. Elle coïncide avec la fermeture imminente du bureau du Croix-Rouge à Bakou. Une manière pour le régime azerbaïdjanais d'effacer toute présence humanitaire internationale et de s'assurer un huis clos total sur le sort de ses otages, parmi lesquels les anciens dirigeants politiques et militaires de l'Artsakh. Et c'est là que l'angoisse se transforme en colère, car le sort de ces hommes est le grand absent, le silence assourdissant du projet de traité de paix en négociation. Le gouvernement arménien assure s'occuper du dossier. Des mots qui sont creux pour des familles qui craignent désormais le pire, que leurs proches ne deviennent les otages oubliés d'un accord de paix signé à n'importe quel prix. Aujourd'hui, pour ces 23 prisonniers et leurs familles, le temps diplomatique est un luxe qu'ils n'ont plus. Le seul temps qui compte est celui de l'isolement et de l'incertitude. Pour le moment, je ne peux pas divulguer publiquement les détails précis des discussions menées par notre siège avec les autorités azerbaïdjanaises. Cependant, ce processus se poursuit. Sera-t-il possible pour l'organisation de continuer sa mission auprès des personnes détenues et de s'occuper des autres questions humanitaires? Je ne peux pas le dire pour l'instant. Je peux seulement confirmer que nos activités vont être suspendues et que les discussions sont toujours en cours. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance met fin aussi à ses opérations en Azerbaïdjan. L'information a été rapportée par le site azerbaïdjanais report.az, citant la directrice régionale de la communication de l'Organisation pour l'Europe et l'Asie centrale, Irina Mazur. Les opérations de l'UNICEF en Azerbaïdjan prendront fin le 3 septembre 2025. L'UNICEF continuera de coopérer avec ses partenaires en Azerbaïdjan par l'intermédiaire de son bureau régional et de son siège, a-t-elle indiqué.
Au Conseil de l'Europe, il était censé défendre les droits de l'homme. En coulisses, il était payé par un régime qui les bafoue. L'affaire du Caviargat vient de connaître son épilogue judiciaire. L'ex-député conservateur allemand Eduard Linter a été condamné à de la prison avec sursis pour corruption. Lui a parlé de lobbyisme tout à fait normal. Mais la justice a vu les choses différemment. Elle a vu un homme qui, pendant des années, a touché des millions de l'Azerbaïdjan pour s'assurer que les rapports sur la situation des droits de l'homme dans ce pays soient favorables. Elle a vu, par exemple, une autre députée allemande être payée 2 500 € par mois simplement pour voter en faveur de Bakou. Cette condamnation, même avec sursis, sont comme un rappel brutal. La corruption n'est pas du lobbyisme et la défense des droits de l'homme n'a en principe pas de prix. Pas d'ouverture de la frontière arméno-turque sans accord de paix avec Bakou et surtout sans la satisfaction des exigences sur le corridor de Zangezur. C'est le message à peine voilé de l'ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan, Birol Akgün. Le diplomate a d'ailleurs confirmé que pour Ankara, les processus de normalisation avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne font qu'un, ajoutant que l'Arménie serait selon lui la plus grande bénéficiaire de cette paix conditionnelle. Il a également rappelé que la Turquie souhaitait dès 2021 ouvrir un consulat à Chouchi, une rhétorique qui, pour de nombreux analystes, n'a rien de nouveau. Pour eux, Ankara n'a fait que confirmer sa politique de toujours utiliser la question du Haut-Karabakh comme principal levier de pression contre l'Arménie. Yerevan trace une ligne rouge sur la question des corridors. Face au débat sur le déblocage des voies de transport, la porte-parole du Premier ministre arménien a martelé ce matin une position très claire. La souveraineté, l'intégrité territoriale et la juridiction de l'Arménie ne peuvent être externalisées. Une mise au point qui s'accompagne toutefois d'une ouverture. Si le contrôle de l'État n'est pas négociable, la gestion commerciale des infrastructures comme les chemins de fer ou les pipelines, elle pourrait être confiée à des acteurs privés. La porte-parole a d'ailleurs rappelé que la maintenance de certaines routes est déjà externalisée, avant de conclure que cette déclaration visait à mettre fin à la confusion qui régnait dans les médias sur ce sujet sensible. Ce n'est pas seulement une route, c'est un message géopolitique. Le projet stratégique de 120 km reliant Tabriz à Yerevan est utilisé par l'Iran comme un avertissement direct à l'Occident. Sur leur canal Telegram, les gardiens de la révolution islamique affirment que cette nouvelle artère constitue un obstacle sérieux à toute tentative de l'OTAN ou d'Israël de s'implanter dans la région arménienne de Syunik. La publication accompagnée d'images des travaux se termine par une phrase sans équivoque. Avant de passer en Arménie, ils devront affronter l'Iran, un moyen pour Téhéran de matérialiser sa ligne rouge et de montrer qu'elle ne restera pas passive. 1,5 milliard de dollars, c'est la somme colossale que risque de payer l'Arménie, poursuivie devant les tribunaux d'arbitrage internationaux par une série d'investisseurs. Le dernier en date est non des moindres, le milliardaire Samvel Karapetyan qui conteste la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie. Mais si l'affaire Karapetyan est la plus médiatisée, elle est loin d'être la seule. De la compagnie de gestion des déchets sanitaires à la compagnie aérienne Air Arabia, en passant par le projet minier d'Amulsar. La liste des litiges s'allonge et inquiète les investisseurs. Pourtant, tout n'est pas perdu. Yerevan a déjà remporté plusieurs victoires dans les procédures similaires. Entre batailles juridiques et risques financiers majeurs, ces affaires mettent à mal la réputation du pays.
1,5 milliard de dollars. C'est le montant total des réclamations présentées contre la République d'Arménie devant les tribunaux d'arbitrage. Actuellement, 6 procédures sont en cours, parmi lesquelles les plaintes de Sanitech, Air Avrebia, de l'exploitant Damulsar et de plusieurs autres entreprises. Selon les experts, le nombre de plaintes d'investisseurs a considérablement augmenté ces dernières années. Tout investisseur, au-delà de la rentabilité de son investissement, des paramètres économiques, des communications, de la main-d'œuvre ou des ressources, cherche toujours à comprendre les problèmes du cadre juridique. Lorsque le nombre de ces litiges augmente, cela crée d'autres inquiétudes, car aucun investisseur ne veut qu'à tout moment quelqu'un se lève et dise « j'en veux une part » ou que le gouvernement se lève et dise « moi aussi je veux un certain pourcentage de participation ». La dernière et plus récente plainte en arbitrage a été déposée par Saint-Vel Karapétian, liée au processus de nationalisation des réseaux électriques d'Arménie. Par une décision provisoire, l'arbitrage a obligé le gouvernement arménien à cesser toute démarche de saisie des REA et à ne pas entraver le fonctionnement normal de l'entreprise. Sa décision est temporaire et n'est pas considérée comme un jugement final. Néanmoins, l'autorité de régulation des services publics a nommé Romanos Petrosian, ancien chef du service de contrôle de l'État, comme dirigeant temporaire des réseaux électriques d'Arménie, ce qui soulève une question. Est-ce une violation de la décision de l'arbitrage? Il y a aussi la Convention de New York, à laquelle l'Arménie a adhéré. Elle distingue les décisions d'arbitrage rendues en urgence, comme mesure de sûreté, et les décisions qui tranchent le fond de l'affaire. La différence est claire, notamment du point de vue de l'exécution. Une exception est également prévue. Un tribunal national peut décider de ne pas exécuter la décision d'un arbitre si elle est contraire à l'ordre public. Selon Aram Orbelian, ce projet de loi n'a rien à voir avec le fonctionnement des réseaux sociaux d'Arménie. Il vise directement à la spoliation des réseaux électriques d'Arménie. Je ne veux pas entrer dans la terminologie. On appelle ça nationalisation, étatisation ou spoliation. Le fait est que le propriétaire des REA ne peut pas participer à ce processus. Le Code civil prévoit que l'État peut procéder à une nationalisation et selon la Constitution, le droit de propriété ne peut être limité que dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, la loi exige qu'une compensation juste et adéquate soit versée aux propriétaires. Quand on parle de nationalisation au sein du peuple, tout le monde imagine qu'il s'agit de confisquer la propriété de quelqu'un. Mais dans notre pays, une telle procédure juridique n'existe pour aucune forme de propriété. Quoi que nous fassions, cela impliquera une compensation. Cependant, lors de sa conférence de presse, le Premier ministre Pachinian s'est montré confiant, affirmant qu'il n'était pas dit que les plaignants gagneraient forcément devant l'arbitrage. Et qui a dit que l'Arménie allait perdre devant l'arbitrage? La République d'Arménie a récemment gagné plusieurs affaires en arbitrage. Alors quand vous dites arbitrage, c'est la fin. Et voilà que la panique se propage et que c'est la débandade. Quoi qu'il en soit, l'Arménie a effectivement gagné plusieurs procès lors de précédentes procédures d'arbitrage. Mais si malgré tout Saint-Vel Karapétian gagnait son procès, le gouvernement serait-il en mesure de verser la compensation financière que le tribunal d'arbitrage pourrait exiger? Car il s'agit de centaines de millions de dollars. En règle générale, il y aura des réclamations financières assez importantes contre l'Arménie. Et si elles sont satisfaites, il faudra payer ces sommes. Maintenant, avec quels moyens? Essentiellement avec les moyens de nous tous, que ce soit en prenant directement sur notre argent, en dépensant l'argent du budget de l'État, ou, si le budget n'a pas assez de fonds pour résoudre les problèmes, en augmentant les impôts. La situation autour de Saint-Vel Karapétian et des réseaux électriques d'Arménie a trouvé un écho au sein de la communauté internationale. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. Quelle que soit la décision du tribunal d'arbitrage, ce processus est un défi majeur pour l'Arménie, car de telles affaires peuvent saper la confiance des investisseurs et freiner l'afflux de nouveaux investissements dans notre pays. Monica Aeroyan, Reopen Media. Une visite hautement symbolique dans la région stratégique du Sunik. Le président de la République, Vahagan Khachaturian, s'y est rendu pour y réaffirmer le soutien de l'État. Des villages frontaliers de Tchakaten et Netkinhand à une unité militaire, en passant par le poste frontalier de Mehri avec l'Iran. Le chef de l'État est allé à la rencontre des habitants et des soldats. Il s'est enquis de l'avancement des programmes lancés par le gouvernement et a inspecté des infrastructures vitales pour la sécurité et la souveraineté de l'Arménie. Une visite pour écouter, rassurer et surtout montrer que l'État, au plus haut niveau, ne délaisse pas cette région clé du pays. Et dernier sujet de cette édition, un épilogue judiciaire plus de 2 ans après le drame qui a secoué l'Arménie. Le policier qui conduisait le cortège du Premier ministre arménien et qui a mortellement percuté Sonam Natsakanian, une jeune femme de 28 ans enceinte, a été reconnu coupable. Un verdict qui intervient au terme d'un marathon judiciaire marqué par des accusations de dissimulation et une douleur infinie
l'Arménie pour la famille de la victime. Je vous rappelle qu'en avril 2022, en plein cœur de Yerevan, la voiture de police conduite par le major Aram Navasardian, lancée à près de 110 km/h, fauche son Amanatsakanian. Le véhicule ne s'arrête pas. Pire, l'ensemble du cortège, y compris la limousine du Premier ministre, poursuit sa route, passant à côté du corps de la jeune femme mourante. Ce qui a suivi a tout d'une instruction à charge contre la vérité. L'agent Navasardian, arrêté puis libéré à 2 reprises, n'a jamais été suspendu de ses fonctions. Une enquête minée par des zones d'ombre comme cette pièce à conviction cruciale qui mystérieusement disparut. L'enregistrement des conversations radio entre les agents de sécurité du convoi, officiellement à cause d'un problème technique. Au tribunal, la défense a choqué en tentant de faire porter la responsabilité du drame à la victime elle-même. Mais c'est une autre déclaration de l'avocat qui a retenu l'attention. Il a affirmé que la vitesse de son client était dictée par des officiers de rang supérieur. Une porte ouverte par l'avocat de la famille de la victime. Peut être cet homme a-t-il reçu l'ordre d'accélérer, a-t-il annoncé, suggérant que Navasardian n'était peut-être qu'un bouc émissaire pour protéger les vrais responsables du convoi. Une piste que les procureurs n'ont toujours refusé d'explorer. Aujourd'hui, Aram Navasardian a été reconnu coupable. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Sa peine sera prononcée le 13 août. Un verdict qui, pour beaucoup, laisse un goût amer, celui d'une justice qui a condamné un homme sans jamais oser remonter la chaîne des responsabilités. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à ReNews. Je suis Hasmi Karakelian et je vous souhaite un très bon week-end.